Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Je vous propose de nous intéresser à un sujet souvent brûlant chez nombre de start-upers. Comment et pourquoi vendre sa startup ? Quelles sont les différentes étapes de la session ? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un entrepreneur à vendre sa startup ? Quels sont les pièges à éviter et les personnes sur qui s'appuyer pour réussir sa transaction ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir 2 entrepreneurs, à savoir Bruno Méline et Sylvie Roussel. Ils ont tous les deux une expérience très différente de la session, puisque Bruno a choisi la session à 100%, alors que Sylvie a opté pour une session partielle. En écoutant cet épisode, vous allez vite vous rendre compte que leurs histoires ont beaucoup à nous apprendre. C'est parti. Je suis Bruno Méline, je suis le cofondateur avec donc un associé qui s'appelle Laurent Etienne. Il y a une vingtaine d'années de la société Diadome. C'est une activité similaire à une activité de la pharmacie, puisqu'on délivre des produits remboursés par l'assurance maladie à des patients qui ont une ordonnance et qui nous confient leur ordonnance pour qu'on leur délivre leurs produits. À la différence d'une pharmacie, c'est que c'est pas le patient qui venait chez nous, mais c'est nous qui allions chez le patient. D'où Diadome, direct à domicile. Diadome a été créé en février 2001 et on l'a cédé en novembre 2018. L'objectif de cession, pour moi, il dépend des hommes qui sont à la tête ou qui sont dans cet objectif-là. À partir du moment où ça commence à être un objectif, ou au moins un titillement au sein des actionnaires ou de la société, je pense qu'il faut en permanence être en vigilance de ce qui se passe sur son écosystème, dans son environnement professionnel, et de toujours savoir, connaître ce qui s'y passe. Puisque pour céder une société, il faut à un moment donné avoir un intérêt, avoir une valeur, et donc cette valeur, on peut la construire, on peut la préparer, et on peut l'augmenter, justement en fonction de tout un tas de paramètres dont on va se nourrir pendant la vie de la société et pendant la vie de la société dans son parcours. Et on reviendra un petit peu plus sur les valeurs après, je pense. Je te posais la question de comment on prépare une session d'entreprise et tu m'avais répondu, on s'y prépare tout le temps. Oui, je pense qu'il faut s'y préparer tout le temps. Alors, à plus ou moins grande échelle, j'ai envie de dire, ou pourcentage d'investissement. Mais à partir du moment où on a ça à l'esprit, on s'y prépare tout le temps, justement en étant en permanence à l'écoute, en observation et en prise d'éléments pour que le moment venu, on ait justement tous les paramètres en main et les bons paramètres en main. Mais a fortiori, quand on commence à avoir cet objectif, de se dire « Ah, tiens, la cession d'entreprise peut être un objectif. » Dès que vous avez monté la boîte avec ton associé, c'était pas un objectif de céder la boîte tout de suite ? Oui et non. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. C'était pas un objectif, puisque l'objectif, c'était de rendre un service à des clients qui n'avaient pas le service rendu à la pharmacie. Donc, c'était amener un service sur un marché qu'on avait identifié. Malgré tout, et là, il faut se remettre dans le contexte, on était début des années 2000, on était dans la bulle Internet. Donc, l'idée, c'était de valoriser très vite la société pour éventuellement, justement, la céder entre, on va dire, 5 et 7 ans. Soit c'est un objectif à tout crin, en disant moi je monte la boîte et dans 5 ans je veux qu'elle soit vendue. Donc c'est une stratégie particulière avec des leviers particuliers et des choses à faire dans la société peut-être aussi bien précis. Si on est là pour répondre à un service et sur un marché, c'est pas nous qui décidons forcément du moment de la cession.
puisque là, c'est l'écosystème qui va le décider. Et la valeur de la société dans cet écosystème va dépendre de notre réponse sur le marché, de qu'est-ce qu'on vaut sur ce marché-là. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que tu disais qu'il faut être en veille permanente sur l'écosystème dans lequel on est pour savoir si on est une cible potentielle de reprise ou non. Comment est-ce que tu es en veille du coup sur ces marchés-là ? Qui est-ce que tu écoutes ? Qui est-ce que tu n'écoutes pas ? Les premiers qu'on écoute, c'est les commerciaux. C'est ceux qui sont sur le terrain. Il y a le fait de s'intéresser aussi à son organisation professionnelle. Donc se nourrir comme ça de la presse, d'Internet, du terrain, et on arrive assez facilement à se faire une idée de ce qui se passe dans son écosystème. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que tu arrives à déterminer si oui ou non il y a des fenêtres potentielles qui s'ouvrent. Oui, parce que il y a forcément, s'il y a des acheteurs, il y a forcément des messages ou des perches qui sont lancées. S'il y a des vendeurs, ça se fait aussi. S'il y a des opérations qui se font, ça se fait aussi. Donc, quand ça commence à bouillir, d'un côté, on sait qu'on est sur un marché. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. C'est-à-dire que, d'abord, tous les marchés, à un moment de leur vie, se concentrent. Il y a un moment donné, les moyens mangent les petits. Et puis, quand il n'y a plus de petits avec des moyens, c'est les moyens qui mangent les gros, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, ça se sait, ça se voit. Et donc, à un moment donné, on sait si ce marché de la cession dans une filière, il est en ébullition ou s'il est atone. Tu disais aussi, à l'inverse, si jamais il y a trop d'offres d'achat, il faut savoir aussi prendre la meilleure. Oui, quand il y a plusieurs offres d'achat, ce qui a été un peu notre cas, le choix est déjà plus facile. Mais ce choix, il va correspondre, là encore, à tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte. Les objectifs de chacun des actionnaires. On va prendre en compte peut-être la pérennité de ce qui va se passer ou pas derrière la cession. Je vais prendre un exemple. Si je dis, de toute façon, moi, je me fous de ce qui se passe derrière, l'essentiel, c'est que le chèque soit le plus gros possible. Voilà, ça c'est mon choix et je prends le plus gros chèque. Si dans ma décision et mon choix, c'est de dire non, pas à tout prix, je veux aussi que dans la cession, il y ait une pérennité de la structure, je vais essayer de faire prendre des engagements et donc je ferai le choix de celui qui me propose ça. La valeur de l'entreprise, elle a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur financière qui est liée à ses résultats, à son visage financier et ce qu'elle peut ramener en termes de monnaie sonnante et trébuchante au futur acheteur. Ça, c'est la valeur, on va dire, intrinsèque. Ajoutée à ça, ou pas, elle peut avoir une valeur stratégique. Donc la valeur intrinsèque, elle est facile à calculer. Globalement, il y a plusieurs méthodes de calcul, mais elle est facile à calculer. C'est des métriques, c'est arithmétique, admettons que cette valeur on tombe sur 100. Mais une fois qu'on a ça, il y a ce qu'on appelle la valeur stratégique, qui va venir pondérer ce 100. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être capables de mettre 1,5 fois ou 2 fois cette valeur intrinsèque, parce que stratégiquement parlant, ils ne peuvent pas rater cette cible-là. Voilà. Donc, cette valeur intrinsèque plus la pondération de la valeur stratégique donne la valeur sur laquelle on va pouvoir commencer à négocier et à s'entendre avec l'acheteur. Si je fais un parallèle, c'est comme quand on vend une voiture et qu'on regarde l'Argus. Voilà. Donc, l'Argus a une valeur. Après, si la voiture a été bien entretenue, qu'elle est super belle, il va y avoir une petite pondération supplémentaire. Si c'est une bagnole super rare, elle va reprendre de la valeur comme une valeur stratégique. C'est un peu le même parallèle, même si c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est un peu ce parallèle. Ça permet de mieux comprendre aussi. Tu disais aussi faire un bilan constant de sa boîte par rapport au marché des cessions. Oui, pour justement réaliser ce qu'on est en valeur stratégique. Mais c'est important quand même en permanence de savoir si mes ratios sont dans la plaque de mon activité et de mon environnement. Est-ce que je suis plutôt un super élève dans mon domaine, un élève standard ou un cancre? Et alors, je te demandais aussi les différentes options de sortie. Ça dépend donc de ce qu'on a décidé collégialement ou pas, ou du compromis qu'on a fait. Et les options de sortie, il y en a pas 36 quand même, mais c'est soit je cède et tout le monde s'en va, et on cède 100% de la boîte et tout le monde prend ce qu'il a à prendre et puis il est terminé. Ça peut être des cessions partielles où que quelques actionnaires s'en vont et d'autres restent. Mais ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur, il est là pour prendre 100% de la boîte ou il accepte de ne prendre qu'une partie
et de laisser des actionnaires historiques dedans. Et pour revenir sur la première solution, il y a aussi cette solution de cession à 100%, mais timée dans le temps. Oui, tu parlais de earn-out. C'est ça. Donc, du coup, l'acheteur va dire, d'accord, je paye 80 ou 70% maintenant, et les 30% restants, je les mets sous condition dans 2 ans, dans 3 ans, où chaque année, il y a un pourcentage qui redescend. Voilà. Ce qui permet souvent à l'acheteur aussi de loquer les actionnaires opérationnels qui sont dans la société. Voilà. Donc c'est pour ça que les options de sortie, elles dépendent éminemment de l'objectif décidé par nous, les cédants, mais aussi de l'objectif de l'acheteur. Et c'est pour ça que ça part de la négociation et que ça finit à la négociation. On est d'accord sur quoi? Alors du coup, je vais terminer là-dessus. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui écoutent? Je pense qu'il faut assez tôt s'entourer de gens dont c'est le métier. Donc soit des avocats, soit des juristes, enfin des conseillers, on va dire, sur ce plan-là. Parce que quand c'est le moment, c'est pareil, on rentre en apprentissage quelque part. Parce que c'est un moment particulier, c'est des éléments particuliers, donc ça se prépare aussi. Et s'entourer, alors là, autant que faire se peut très tôt, si c'est possible dans ces actionnaires, nous on a eu la chance d'avoir ça, de gens qui savent ce que ça veut dire et qui ont déjà eu des opérations d'acquisition, de manière à ce que des warnings soient mis très vite quand on commence à rentrer dans le dur des échanges de négociation. Tu as des warnings en tête, des erreurs peut-être justement à éviter? Alors, les warnings, c'est surtout dans le process, c'est-à-dire que quand on parle de cession, on a ce qu'on appelle la LOI, donc la lettre d'intention. Après, il va y avoir les due diligence, pour finir sur les actes finaux, les signatures finales. Mais à chaque étape, alors il y a du formalisme et il y a des choses qui s'écrivent. Et c'est là qu'il faut avoir des conseillers dont c'est le métier, et qui sont capables d'éplucher et de comprendre ce qui se dit et des enjeux qui se jouent. À partir du moment où on commence à échanger avec l'acheteur, oui, pour moi, il faut faire attention. C'est pour ça que je parle de warning, parce que tout est important à ce moment-là. Et pareil, dans les due diligence, c'est un moment compliqué, stressant, difficile. Difficile parce que on a l'impression d'être, j'allais dire, infantilisé. C'est-à-dire qu'on revient nous challenger sur tout ce qu'on a fait, sur ce qu'est la boîte aujourd'hui, sur comment ça fonctionne, comment on l'a organisé. Et quand ça fait 15 ans que la boîte, elle tourne, il y a des moments où on a envie de se dire, mais je t'ai pas attendu, quoi. Tu vois, voilà. Donc, et ça, c'est pareil, ça se prépare. Il faut savoir que c'est comme ça. C'est pas que les gens sont de mauvaises intentions. C'est que ça fait partie des due diligence. Alors que Bruno a fait le choix d'une cession totale de sa start-up, Sylvie a préféré opter pour une cession partielle. Avec ses associés fondateurs, elle souhaitait vraiment assurer la pérennité de son business. Ils ont ainsi décidé de céder leur entreprise à un groupe industriel familial avec qui ils partageaient des valeurs communes. Je m'appelle Sylvie Roussel, donc à la base, moi je suis scientifique, je suis ingénieure agronome, et puis j'ai une thèse en analyse de données. Donc j'ai créé une première start-up en 2003 qui s'appelle Ondalis, où on fait de l'analyse de données. Et puis en 2009, j'en ai créé une autre qui s'appelle Indatech. Celle-ci, je l'ai créée avec un associé qui s'appelle Fabien Chauchard, et donc qui est une start-up technologique aussi, qui est basée sur une innovation de la thèse de Fabien, qui s'appelle la SRS, la spectroscopie résolue spatialement. Et dans ces cas-là, pour Indatech, on conçoit, on fabrique et on vend des capteurs optiques, des capteurs spectroscopiques pour le contrôle de procédés dans l'industrie pharmaceutique. D'accord, je vais attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Dans quelle situation est-ce qu'on envisage la cession de sa start-up? Alors, nous, dans notre cas particulier, c'est vrai qu'on a créé en 2009. On a eu besoin de fonds puisque nos marges ne nous permettaient pas de financer toute notre R&D. Donc, on était à ce moment charnière où on arrivait à faire les preuves de concept en R&D,
Mais dès qu'il s'agissait de déployer sur les lignes de production, on n'était pas à la maille, quoi. On n'avait pas la taille critique. Donc là, on a pris la décision de dire, il faut qu'on passe un gap. Soit on fait une levée de fonds plus conséquente que les quelques millions qu'on avait levés, soit on fait un adossement industriel, et ça voulait dire céder tout ou partie de l'entreprise. Et Fabien Chauchard, mon associé et moi-même, nous, on est restés au capital. Donc en fait, on a partiellement cédé l'entreprise, en tout cas en 2017. Donc après, avec pacte d'actionnaires, etc., pour qu'on puisse nous céder totalement la société ensuite à terme. Notre cession, c'est qu'une cession partielle. En fait, c'est un peu comme si on faisait une énième levée de fonds. Sauf que cette levée de fonds, tu l'as fait avec un industriel qui va racheter majoritairement les parts, mais qui va te conserver au capital parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir toujours les dirigeants, les fondateurs et les dirigeants. D'accord, parce que dès le départ, en fait, il y avait aussi la possibilité, dans ton esprit et celui de ton associé, de potentiellement céder et sortir. C'était une éventualité, c'était pas forcément ce qu'on voulait, mais c'était une éventualité. Et eux, en fait, l'industriel qui nous a racheté, était pas très chaud par rapport à ça parce que justement ils avaient essayé de faire une acquisition les années précédentes en voulant racheter à 100%, mais ça avait échoué parce que les fondateurs voulaient garder leur part. Quand et comment on prépare la cession de son entreprise ? Alors, quand, ça il faut le sentir, il faut avoir envie. Parfois le déclencheur c'est aussi parce qu'on a des offres de rachat. Et donc comment donc là, on avait à notre capital des capitaux risqueurs qui nous ont donné des bons conseils sur des cabinets qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le M&A, voilà la fusion-acquisition, qui allait nous aider à faire cette cession. Après, il y a toutes les configurations qui peuvent se faire, mais c'est un point de vigilance sur les cabinets de M&A, ils sont plus ou moins compétents et ils sont plus ou moins chers. Et effectivement, il faut avancer de la trésor. Donc, quand aussi envisager cette cession, c'est exactement comme une levée de fonds. Il faut le faire quand on a encore un peu de trésor devant nous. Sinon, c'est sûr qu'on se fait tordre, laminer en termes de valorisation. Si il y a une cession, est-ce qu'on sort à 100% ? Est-ce qu'on sort partiellement ? Quelles sont les options qu'on choisit et quelles sont celles où c'est rédhibitoire, on n'y va pas ? Alors oui, effectivement, cette décision, elle se prend conjointement avec tous. Donc, les associés fondateurs et pour nous, c'était les fonds de capital risque et même l'industriel qui avait investi. Et on se donne des niveaux déjà de valorisation. C'est des go-no-go, hein. Si on est valorisé à moins que tant, on n'ira pas. Je veux que ça soit quelqu'un qui nous rachète, pas pour nous mettre au placard, mais pour faire prospérer la société. On veut garder le siège social à Montpellier, on veut garder tous les salariés, on veut garder notre technologie. Donc effectivement, au fur et à mesure où on évalue des entreprises pouvant racheter la société, je pense qu'on affine nos critères. Donc c'est très bien si d'emblée, on connaît nos critères, ceux qui vont être rédhibitoires, en fait. Et nous, ça n'a pas forcément été le cas. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu, en faisant des due diligence avec les uns et les autres, que nos critères, finalement, ils se restreignaient de plus en plus. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé. On a commencé à y penser, on a dit, mais non, ça, c'est pas possible. Alors ça, c'est venu dans la phase où vous avez commencé avec ton associé à rencontrer des potentiels acquéreurs, en fait. Donc là, il faut se préparer en amont, comme si on faisait une levée de fonds. Donc on a le business plan, ou ils appellent ça le mémorandum d'information, une idée de la valo. Et là, on commence à aller voir différentes entreprises. Donc on a des contrats de confidentialité qu'on fait signer. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça, parce qu'on dévoile notre business plan ou nos marchés à ces entreprises. Si une entreprise veut nous racheter, c'est qu'elle est potentiellement partenaire, qu'elle est potentiellement concurrente. Donc là, c'est quelque chose de très délicat, dans le sens où il faut s'ouvrir pour en dire sur son business plan, sur sa technologie, sur sa propriété industrielle, mais pas trop, parce que si potentiellement ils nous rachètent pas, ils sont aussi sur ce marché et ils sont aussi potentiellement nos concurrents. Donc on leur a donné des billes pour venir nous concurrencer. Donc d'un côté, on va se vendre, d'un autre côté, on évalue ce que dit l'acquéreur.
Dans notre cas, c'était très important puisque l'idée, c'était de céder partiellement le capital pour pouvoir développer la société et pas de partir complètement. Donc, j'imagine que si on avait voulu céder à 100% et partir de la start-up, on aurait eu d'autres critères. Nous, nos critères, vu qu'on voulait développer la société, c'était quand même des critères industriels, d'avoir en face des ingénieurs qui comprennent notre techno, notre marché, et pas forcément que des financiers. Voilà, voir comment on pouvait ensuite travailler avec eux. Est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de combien de temps tu prévois, peut-être entre le début des recherches et les frais à prévoir aussi? Alors, en termes de timing, on va dire 1 an en moyenne. 6 mois vraiment très optimiste si on est très pressé ou si on a déjà un acquéreur qui s'est prononcé. Et après, peut-être que c'est ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est le fait que ça soit très chronophage. Donc, pour le chef d'entreprise ou pour les 2-3 associés, durant ces 12 mois ou ces 18 mois, il va falloir y passer pas mal de temps, peut-être 25% de son temps à faire ça. Alors ça va varier en fonction du fait qu'on se soit fait aider d'un cabinet de M&A ou pas, parce que le cabinet va faire beaucoup. Donc c'est un compromis entre le temps que va passer le start-upper et l'argent qu'il veut y passer. Et donc en termes de coûts, donc si on paye un cabinet de M&A pour le faire, donc il va se rémunérer sur le prix de cession. Et là, il faut vraiment comparer ces cabinets parce qu'il y a de tout vraiment et qui font des ventes à 1 million, d'autres à 10 millions, d'autres à 100 millions. Donc, il faut savoir à peu près quelle va être notre valorisation pour viser le cabinet qui va être crédible dans ces domaines-là. Et alors, du coup, tu parlais de valorisation. Comment est-ce qu'on valorise bien sa start-up? Selon à qui tu vas vendre ta start-up, il va la valoriser différemment. S'il n'a aucun intérêt stratégique dans ton business, il va pas voir l'intérêt de ton business, donc il va sous-valoriser. Par contre, une entreprise qui est vraiment soit concurrente, soit complémentaire, souvent complémentaire de son business actuel et qui y voit un levier de croissance très important, mais là il va dire oui, la valeur je la vois tout à fait. Et donc nous là on a choisi une entreprise industrielle qui fabriquait des capteurs qui n'étaient pas des capteurs optiques, contrairement à nous, mais d'autres types de capteurs. Ils se sont dit, voilà, on va mettre une nouvelle corde à notre arc. A posteriori, un des critères qu'on n'avait pas mis, mais que je trouve intéressant, c'est que c'est une entreprise industrielle, française, non cotée en bourse, familiale. On a des interlocuteurs qui sont techniques, pas des purs financiers. Et on a des interlocuteurs qui sont aussi, on va dire, qui savent ce que c'est de développer une entreprise pendant 125 ans et qui vont donner du temps au temps. Pour nous, en tant que cession partielle, qui sommes restés au capital, c'était très important pour avoir une garantie de développement serein de la société. En fonction de vos objectifs et de ceux de vos associés, vous pouvez choisir de céder votre start-up à 100% ou partiellement. Quelle que soit l'option choisie, la cession demande une véritable préparation et un accompagnement spécifique. J'ai maintenant rendez-vous avec Romain, chargé d'affaires au BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Il va nous éclairer sur les différentes options de cession et la question de la valorisation de sa start-up. Bonjour Romain Loutou, donc tu es chargé d'affaires au BIC de Montpellier. Alors est-ce que tu peux approfondir la question de quand intervient une cession d'entreprise? Alors, la cession d'entreprise peut intervenir sur différents éléments déclencheurs, en fait. Donc, le cas qui a été vu dans les interviews, c'est plus un choix délibéré de la part des dirigeants, mais c'est pas toujours le cas. Quand on a, par exemple, un fonds d'investissement au capital de son entreprise, ça peut être lui qui, en quelque sorte, impose de chercher une cession d'entreprise parce que son investissement a une durée limitée dans le temps, en général 5 à 7 ans, et que à la fin de cette durée, il va vouloir sortir de l'entreprise et donc vendre ses parts. Si la vente se fait auprès d'un industriel, l'industriel voudra racheter la totalité de l'entreprise et pas uniquement les parts de l'investisseur, ce qui n'aurait pas grand intérêt pour lui.
Et donc, dans les pactes d'actionnaires qui lient donc les associés, dont l'investisseur, il y a des clauses de sortie forcée qui permettent à l'investisseur, en quelque sorte, d'imposer à ce que l'ensemble des actionnaires cèdent leur part et que l'entreprise soit vendue dans sa totalité. Alors, un autre cas qui n'a pas été évoqué dans les témoignages, c'est la cession en cas de difficulté de l'entreprise. Tout simplement, de manière assez logique, que parfois les startups ont des problèmes de carburant, des problèmes de trésorerie, malgré le fait qu'elles aient des très beaux produits, qu'elles proposent des très bons services. Un bon moyen de passer ce cap-là, finalement, c'est de céder l'entreprise à un industriel qui aura plus de capitaux, plus de ressources pour franchir les paliers de croissance que doit franchir la startup. Et ensuite, il y a le cas de l'opportunité qui se présente, même si on n'avait pas de désir de vendre son entreprise et qu'on a une belle trajectoire, les propositions de rachat peuvent arriver et ainsi créer l'opportunité de céder l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux approfondir la question de la valorisation de son entreprise ? Alors, estimer le prix de sa start-up au moment de la cession, c'est un point clé. Alors évidemment, il va y avoir l'objet de nombreuses négociations. Il y a des méthodes de calcul qui permettent de le faire. Mais il n'y a aucune méthode totalement définie et déterministe pour le prix. Et que le mieux, c'est encore d'être très très au fait de ce qui se passe dans son écosystème, de voir les mouvements d'entreprises, de start-up équivalentes et d'avoir ainsi des comparables pour justifier du prix qu'on estime pour sa start-up. Avoir aussi plusieurs acheteurs lors de sa cession, c'est un très très bon moyen d'optimiser le prix. J'espère que tous ces témoignages vous permettront de mieux comprendre quels sont les enjeux de la cession d'une start-up et surtout, dans quelle situation il faut se décider à vendre ou pas. Merci aux équipes du BIC et aux entrepreneurs d'avoir partagé leurs témoignages. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.